chose. Moi, quand je parle des réfugiés, je suis clair, j'ai dit ceci. Quand il y a eu la guerre, il y a eu des troubles, on a pourchassé les Hutus au Rwanda par la bande à Kagame. Le Congo a ouvert ses frontières, les Rwandais sont entrés chez nous en tant que réfugiés. Bien qu'on ne les avait pas désarmés, mais ils sont entrés en tant que réfugiés. Mais ceux qui viennent ici, le Congo ne peut pas les appeler réfugiés. On va les appeler réfugiés comment? Chacun a cherché les voies et moyens pour arriver aux États-Unis. Ils arrivent aux États-Unis. Les Américains disent nous ne voulons pas de vous. Vous êtes censés rentrer. Mais les Américains, par rapport à la loi internationale, ils se disent on fait quoi? Ils cherchent un pays où il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de caractère, un pays qui n'a pas sa fierté, un pays où on ne tient pas compte de l'opinion publique. Ils trouvent le Congo. Ils disent au Congo, prenez-moi ces gens, déchargez-moi. C'est ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas des réfugiés. J'insiste, toi tu continues à lire l'article, tu les lis, il n'est pas à sa place. Voilà, merci. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus ici dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Merci à vous. Ça nous va vraiment droit au cœur. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Bien aimé, aujourd'hui, encore nous allons parler. Nous allons partager l'actualité oblige en République démocratique du Congo. Et ensemble avec vous, nous allons partager. Mais laissez-moi vous dire que nous allons revenir sur cette vidéo. Ne vous en faites pas. Et nous allons revenir là-dessus parce que une nation a besoin que de deux choses. Une nation en vrai État et une nation qui est vraiment régie par des normes d'un État a besoin que de deux choses. La première des choses, une nation bien un État a besoin du respect. La deuxième des choses, un État a besoin d'être puissant. Voilà. Soit vous êtes puissant, soit vous vous faites respecter. Voilà. Je dis bien, soit vous êtes puissant, soit vous vous faites respecter, ou soit vous êtes puissant et vous vous faites respecter. Il n'y a que ces deux choses. Parce que ici, bien aimé, il y en a des nations au monde qui ne sont pas puissants. Je fais allusion à la force militaire, qui ne sont pas puissants militairement, mais qui se font respecter. Il y a ces genres de nations. Il y en a. Vous avez, je peux vous donner les cas aujourd'hui du pays de l'AS dirigé par Ibrahim Traoré et l'autre, le pays, comment dirais-je, le Mali et puis le Niger. Selon ces trois pays-là, ils exigent les respects. Ils le savent bien, qu'ils ne font pas les poids devant la France, la Grande-Bretagne ou bien tout ce que vous connaissez là. Ils ne font pas les poids militairement. Facilement, ils peuvent se faire écraser. Ils n'ont pas les poids militaires. Mais la seule chose que ce pays-là exige, selon leur déclaration, c'est le respect. OK? Voilà la raison pour laquelle je vous dis, une nation, il peut ou ne pas être puissant militairement, mais il peut exiger le respect. Et le respect s'impose. Ça s'impose. On impose le respect. On doit se faire respecter. OK? Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous allons revenir, nous allons parler encore, revenir sur affaires migrants. Nous allons, qui ont débarqué, qui ont débarqué à Kinshasa. Voilà. Donc, là, il s'agit déjà de cet accord signé par le président Tshisekedi et Donald Trump, les gangsters de la Maison-Blanche. Nous allons y revenir. Mais laissez-moi vous dire qu'ensemble avec vous, nous n'aurons que deux sujets. Ah, voilà, à partager ensemble avec vous, deux sujets. Nous allons parler de cette affaire des migrants qui ont débarqué déjà. Nous signalons déjà que les migrants ont bel et bien débarqué à Kinshasa. Nous allons parler de cela. Et nous allons aussi vous parler de la Belgique. La Belgique au travers la ministre de l'Asile qui a débarqué à Kinshasa pour dissuader aux Congolais
de ne plus venir en Belgique. Nous allons parler de cela, y compris d'autres divers que nous allons essayer de vous informer. Mais ensemble avec vous, nous allons passer un très bon moment de télé. Voilà. Bien aimé, rapidement, sans plus tarder, rapidement. Et suivons un peu ce qu'a été l'intervention encore de la ministre belge de l'Asile à Kinshasa, Radio Top Congo. Suivons un peu ce qu'a été sa démarche, sa déclaration, et revenons juste après et pour enfin commenter. Voilà, suivez. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela? Non, je veux dire que ça vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus. Bien sûr, il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile par exemple. Et c'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens que c'est pas le but d'un visa court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés, pour pouvoir venir en Belgique, mais ça vaut pas la peine non plus parce que on peut reconnaître les documents falsifiés. Donc éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions, je veux dire. C'est vrai que selon les statistiques publiées par votre ministère, les ressortissants congolais sont plus nombreux à demander l'asile en Belgique devant les Afghans et les Palestiniens. Oui, aux troisième place. Donc, après les Afghans et les Palestiniens, ce sont les Congolais, tout à fait. Voilà. De retour sur ce plateau. Bien aimé, vous venez de suivre. Là, vous venez de suivre la ministre de l'Asile, donc, qui est descendue au Congo et elle a débarqué au Congo dans le but de nous dissuader aux Congolais de ne plus descendre à venir en Belgique, de ne plus, ce n'est pas seulement demander l'asile, mais selon ces déclarations, vous allez comprendre que cette dame a été claire. Nous venons dissuader les Congolais, nous venons leur dire en face, ne venez plus chez nous, ok? Voilà, mais obligé de faire beaucoup de détours autour de l'asile, parler de mais en réalité, cette dame a débarqué pour nous dissuader. Dire aux Congolais, ne venez plus en Belgique. La Belgique ne veut plus de vous. Voilà ce que cette dame est venue nous dire en face. Le problème, ce n'est pas seulement l'asile. Le problème, ce n'est pas seulement l'asile. Parce que la Belgique, il n'y a pas un pays qui connaît mieux la situation de la République démocratique du Congo que la Belgique. La Belgique connaît, je dirais même à la loupe, la situation de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un pays le mieux informé de la situation en République démocratique du Congo plus que la Belgique. En tout cas, il n'y en a pas. Et personne ne pourra poser un démenti là-dessus. Il n'y en a pas un pays plus informé que la Belgique, un pays qui connaît la situation à la loupe de la République démocratique du Congo plus que la Belgique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, regardez déjà comment est-ce que la Belgique veut cracher sur les Congolais. La Belgique est venue au travers de cette dame, la ministre. Regardez d'ailleurs sa photo, elle est là. Dame, ça ne vaut pas la peine de venir en Belgique à demander l'asile. Je vous dis, le problème, ce n'est pas seulement l'asile dont il s'agit ici, mais ça ne vaut pas la peine de venir en Belgique. C'est-à-dire que les Belges ont encore une fois craché sur
comment dirais-je, le sang de nos ancêtres. Le Belge, au travers à la ministre de l'Asile, ont encore une fois piétiné la mémoire des Congolais méritants qui ont milité pour la Belgique, qui ont milité pour, comment dirais-je, pour que la Belgique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais cette dame est descendue au Congo. Voilà ce que nous appelons un État faible. Lorsque vous êtes faible, et ça donne ça, la ministre débarque en République démocratique du Congo pour dissuader le Congolais en leur disant ne venez plus en Belgique. Mais on vous ajoute seulement asile à la fin pour demander l'asile. Alors que la Belgique, c'est un pays signataire de l'ONU. Ils connaissent bien le principe. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dire aux Congolais ou refuser aux Congolais le droit de venir en Belgique demander l'asile. Accorder l'asile, ça dépendra de votre, comment dirais-je, si vous voulez. Ça dépendra de la Belgique. Mais du moins, il y en a des cas où l'on ne peut pas refuser à quelqu'un son asile. La Belgique, c'est un pays signataire de l'ONU. Et ils le savent. Mais en faisant cette démarche, la Belgique a débarqué au Congo pour cracher sur nos morts, cracher sur, comment dirais-je, la mémoire même de nos ancêtres méritants qui ont milité pour la Belgique. La Belgique est venue cracher sur nous. Pourquoi? Parce que l'État est faible. L'État est inexistant en République démocratique du Congo. Et ça donne ça. Cette dame débarque, voilà, d'accord, donc elle n'a pas peur du Congo parce que le Congo, c'est un État faible. Quel est ce pays-là qui se respecte, qui peut accorder ce genre d'interview? Sa mission en République démocratique du Congo, sa mission à Kinshasa, c'était juste pour vous dire, ne venez plus en Belgique. Mais quand vous attendez, vous avez écouté cette dame, vous comprendrez directement qu'il y a un plan, c'est-à-dire la Belgique continue de concocter des plans contre la République démocratique du Congo. La Belgique continue comment dirais-je, de préparer toujours la destruction du Congo. La Belgique continue de s'allier aux ennemis même du peuple. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit que les ennemis de la République démocratique du Congo, les ennemis du Congo aujourd'hui, ce n'est pas d'abord le Rwanda, parce que voilà, ce n'est pas d'abord le Rwanda. Les ennemis de la République démocratique du Congo, ils sont là, ils sont au pouvoir. Ils sont là aux affaires. Ce sont eux qui ont ouvert un front contre la population. Et voilà les résultats d'un front ouvert par des autorités congolaises contre leur propre population. Avez-vous vu quel est ce pays où vous avez vu ce genre de choses? Il y en a des nations qui sont libres de dire chez eux, nous n'en voulons plus, nanani, nanana. Mais jamais un ministre s'est déplacé à débarquer dans une nation pour dire ouvertement, ne venez plus chez nous. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et on se pose la question, où est-ce que Tshisekedi est en train de ramener la République démocratique du Congo? Tshisekedi azomema Congo wapi? C'est monsieur, c'est-à-dire le Congo est devenu comme étant un avion sans pilote où la télécommande a été télécommandée ailleurs, de loin, par d'autres États, par d'autres puissances. Et une dame débarque chez nous pour nous dire que non, vous n'avez plus besoin de venir, ne venez plus chez nous, ne venez plus. Est-ce que la Belgique peut se lever vraiment, venir en République démocratique du Congo, dire aux Congolais, non mais ça c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom. Je me pose la question, est-ce qu'un seul instant, le Belge, c'est-à-dire, pourquoi les Belges détestent-ils les Congolais à ce point?
Est-ce que les Belges ont vraiment aimé même une seconde l'homme congolais? Non, je ne crois pas. Les Belges n'ont jamais aimé les Congolais. Jamais. Jamais. Alors que ce sont eux qui ont colonisé les Congos. Ce sont eux qui ont colonisé les Congos. Mais les Belges n'ont pas aimé et ils continuent de ne pas aimer les Congos. L'homme congolais surtout. C'est que le Belge aime au Congo. C'est la richesse, point bas. C'est les deals avec le pouvoir en place. C'est protéger le mafieux, c'est protéger les criminels et mettre le Congo à genoux. Voilà ce que la Belgique, nous constatons. Nous ne sommes plus dupes. Nous sommes en 2026 et on est obligé de vous dire la vérité que votre jeu contre la RDC, nous avons déjà compris la manigance, le jeu que vous jouez. Nous avons compris ce jeu contre la République démocratique du Congo. Le plan que vous avez mis en place, nous avons déjà compris. Nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes pas des maboules et nous comprenons. D'autres pays peuvent parler, mais pas la République, pas la Belgique, surtout pas la Belgique. Venir nous cracher dessus, cracher sur la mémoire de nos ancêtres qui ont milité même pour la Belgique, cracher sur nos morts, cracher sur ce qui se passe. C'est-à-dire que débarquer en République démocratique du Congo, c'est nier en bloc les massacres au Congo, c'est nier, c'est-à-dire que cette dame a débarqué au Congo pour nier en face ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, elle est venue vous dire, nous ne reconnaissons pas les crimes qui se font en République démocratique du Congo, nous ne reconnaissons pas les crimes qui se font au jour le jour en République démocratique du Congo, nous ne reconnaissons pas comment l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo, nous ne reconnaissons pas des gens qui sont traqués en République démocratique du Congo. Ça, c'est ce que cela veut dire. Elle vient nier en bloc. C'est-à-dire que les gens ne sont pas traqués, il n'y a pas de l'insécurité, il n'y a rien du tout. Tout va bien. Le Congo, c'est aujourd'hui le paradis où règne, où coule le lait et le miel. Il n'y a pas, personne n'est inquiété, personne. OK? Tout le monde va bien. Depuis la présidence jusqu'au dernier citoyen, tout le monde va bien. Il n'y a pas de territoires occupés, il n'y a pas de criminels de guerre, il n'y a pas des gens des innocents en prison, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, il n'y a plus d'asile pour le Congo parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà ce que cette dame est venue nous dire. C'est-à-dire, elle est venue ignorer en bloc, rejeter en bloc tout ce que subit les Congolais au quotidien. Au jour le jour, cette dame, le ministre d'Asile, a débarqué pour nous la cracher en face. En face. Étant donné que nous avons un pays où l'État est inexistant, et ça donne ça. Mais ce que vous avez fait, ça je m'adresse aux autorités congolaises, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait pour que la Belgique ait le kilo de venir nous cracher dessus, vous payerez les prix. Vous allez le payer. D'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Vous allez les payer. La Belgique connaît mieux que quiconque la situation en République démocratique du Congo. Et pendant que cette dame était en train de parler, ils ont un certain Pero Luara chez eux. Mon vieux Pero Luara, il est là-bas en Belgique. Il a été traqué de part et d'autre par le pouvoir en place, soutenu par la Belgique, par Tshisekedi. Et ils connaissent cela, ils savent. Et ils ont accordé l'asile. Pourquoi Pero Luara a choisi la Belgique? Parce qu'il le sait bien que c'est notre ancienne métropole. Il a choisi la Belgique. Donc aujourd'hui, choisir la Belgique, c'est comme si vous avez choisi encore le camp des ennemis. Donc, pendant que cette dame, la dame, nous avons beaucoup de respect pour elle, mais elle est venue nous manquer du respect. Pourquoi? Elle est venue nous manquer du respect. Pourquoi?
pendant qu'elle crachait sur nous, sur nos morts, sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais ils ont des exilés là-bas. Le membre de Sauvons le Congo, comment dirais-je, cette plateforme mise en place par Joseph Kabila, ils sont là-bas en Belgique. Il y a les journalistes à Pero Louara, je disais tantôt, il est en Belgique. Pourquoi n'ont-ils accordé l'asile? Pourquoi ont-ils accordé l'asile? Et poser la question à Pero Louara, est-ce qu'il est le seul à être traqué? Il a été traqué, attaqué même jusqu'en Belgique. Traqué même jusqu'en Belgique. Mais posez la question à Pero Louara. À part vous, Pero Louara, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, y a-t-il pas d'autres qui sont traqués? Il vous dira la vérité. Et si ces gens-là décident de quitter le pays et de se retrouver en Belgique, allez-vous les accorder l'asile ou non? Voilà là où nous sommes en train de conclure en disant que la Belgique joue le jeu de l'ennemi. Parce qu'il y en a des autorités congolaises qui ont ouvert un front contre la population et la Belgique s'est alignée aussi. Donc, dire aux yeux du monde que les Congolais ne doivent plus venir en Belgique, c'est ignorer en bloc les crimes qui se font commettre, les crimes qui se perpétuent en République démocratique du Congo. C'est ignorer, rejeter en bloc l'insécurité qui règne, qui baigne à Kinshasa et en République démocratique du Congo dans son ensemble. Vous avez tout ignoré. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le gain. Derrière, il y a un plan. Non, madame, cela ne va plus marcher. Les Congolais ont le droit de venir. Vous n'allez pas, vous le savez bien, la Belgique le savent. C'est un pays signataire de l'ONU. Ils ne peuvent pas violer les lois pour les réfugiés. Ils ne peuvent pas. Donc, s'il n'y a pas un deal, s'il n'y a pas un plan contre la République démocratique du Congo, il n'y a rien. La Belgique ne peut pas violer les droits internationaux. Ils ne peuvent pas la violer. Non, 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 jamais. Ils ne peuvent pas violer cela. C'est un pays signataire de l'ONU, ils savent. Chaque individu qui se sent en insécurité, en danger, a droit d'aller demander l'asile dans un pays où il a choisi. Peu n'importe le nombre. Peu n'importe le nombre. Il n'y a pas un quota dans une nation pour dire que non, voilà, et vous avez demandé l'asile, on a besoin que de 10 000, de 5 000 personnes pour demander l'asile en Belgique. Et s'il y en a 10 000 qui sont traqués, qui se sentent en insécurité, que feriez-vous des autres 5 000 alors? Ils doivent rester, mourir, ils doivent rester subir. Non, ça c'est injuste, hein, madame. Il y en a des nations qui se battent aujourd'hui lorsqu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Ils vont organiser des conférences pour savoir comment les répartir. Comment les répartir dans d'autres pays sans pour autant violer les lois, les règles de ce que vos États, vos nations ont signé. Mais venir à nous cracher dessus en plein 21e siècle. Et en 2026, nous n'allons pas l'accepter. Nous disons comme à la ministre de l'Asile que vous avez craché sur nos morts. Vous avez craché sur tous les crimes qui se perpétuent en République démocratique du Congo et vous avez rejeté en bloc ce qui se passe de l'insécurité et ça nous prouve en suffisance que vous êtes complices. Voilà ce qui démontre. Donc la dame, lorsqu'elle a parlé, elle n'a pas compris qu'en parlant, ça démontre à suffisance que la Belgique est complice. Que la Belgique joue le jeu de l'ennemi. C'est de la complicité. Parce que les Congolais sont des poltrons, les Congolais sont des maboules, les Congolais sont rien. Un pays faible, on doit leur cracher dessus, leur dire ne venez plus chez nous. Mais la Belgique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à la République démocratique du Congo. Si la Belgique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à la République démocratique du Congo.
La Belgique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Personne ne peut poser un démenti. C'est la Belgique, c'est le Congo qui a fait de la Belgique ce qu'elle est aujourd'hui. Ah oui. On doit essayer un peu de rafraîchir la mémoire de la ministre de l'Asile pour qu'ils comprennent que ce que vous avez fait, rejeter en bloc ce qui se passe en République démocratique du Congo, fait de vous des complices. Et nous avons compris la leçon, que vous n'aimez pas les Congo. Et vous n'avez jamais aimé les Congo. Jamais du tout. Tout ce qui vous intéresse, ce sont nos richesses, mais pas les êtres humains. Parce qu'en réalité, les Congolais en Belgique doivent se sentir chez eux. Ah ouais. L'histoire entre la Belgique et le Congo ne saurait être comparable à aucune histoire d'un pays colonisateur. Même la France, son rapport avec d'autres pays africains qui l'a colonisé ne saurait être comparable à ce que la Belgique a tissé ou bien a fait en République démocratique du Congo. Ne saurait être comparable. Mais laissez-moi vous montrer une vidéo. Mobutu à son époque. Qui connaît ça, c'est pour rafraîchir. C'est un cadeau que je donne à madame, comment dirais-je, à la ministre, comment dirais-je, de l'asile. Ça, c'est un cadeau que je vous donne, madame. Regardez, Mobutu à son époque, hein, l'intervention de Mobutu face aux journalistes belges, le cas de vérité, c'est que Mobutu était capable de dire aux Belges. Et ça, c'était la pure vérité, la vérité la plus absolue. Hein, voilà, de la situation politique en République démocratique du Congo. Suivons un peu ce qu'a été le discours du président Mobutu et revenons juste après. Suivons, regarde. Il n'y a que le mot argent à la bouche. Celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimations. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot. La fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et vous manquez de sérieux. Le mercredi, quoi là, c'était quel jour encore? Mais vous avez sorti avec beaucoup de fracas, de bruit. CBS, c'était vos confrères de la RTBF. Fortune, qu'est-ce que vous avez prouvé? Qu'est-ce que vous avez montré? Le fonds roi, quelques villas, et c'est ça la fortune. La vraie fortune dont il faut parler, eh bien, c'était quoi? Premièrement, la spoliation du Zaïre par le roi Léopold II. Nous étions spoliés, et vous le savez. Et ça représente quoi exactement, cette spoliation? Et vous n'allez pas quand même nier le fait que le pillage du Zaïre a fait la prospérité de votre pays. Voilà la fortune dont il faut parler. N'essayez pas de rigoler, la fortune du président Mobutu, dont le pays a été soumis à des pillages, des spoliations. Et c'est le résultat, mais c'est la prospérité de notre pays. Et nous réclamons aujourd'hui ce dont nous avons droit. Par exemple, l'uranium. Eh bien, tout l'argent sur l'uranium n'a pas profité aux Zaïre. De 1960 à 1964, à cause de la sécession. Qui a monté la sécession avec Tchombe? C'est la Belgique. Vous êtes le seul pays au monde à avoir reconnu l'État indépendant du Katanga, proclamé par Tchombe, militairement soutenu par votre pays, et le seul pays à avoir envoyé un ambassadeur, feu le comte d'Aspremont Lenden, ambassadeur du royaume de Belgique au Katanga. Un membre du comité central, le citoyen Massango, ex-Victor, premier ambassadeur du Katanga auprès du royaume de Belgique. Mais ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes.
Et de 1960 à 1964, le pouvoir central zaïrois a été privé de ses ressources, recettes d'exportation. Cuivre, diamant, zinc, cobalt, tout ce qui sortait du sol, du Katangwa de l'époque, du Sud Kassai de l'époque, c'était pour vous. Eh bien, c'est ça le fameux contentieux. Où est parti tout cet argent? Vous devez vous expliquer. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, c'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme, par amour pour mon pays, et pas pour l'argent. Voilà, des retours sur ce plateau rapidement. Bien aimé, vous venez de suivre. Hein? Voilà, l'intervention de Mobutu face aux journalistes belges. Ok, voilà un homme qui a tout fait pour que le Congo puisse se faire respecter. Mobutu le savait qu'il ne fait pas les poids militairement devant la Belgique. Il le savait devant la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ne fait pas les poids militairement. Mais tout ce que ce monsieur savait faire, c'est imposer comment dire, le respect. Et il avait réussi son coup. C'était ça son problème. Le respect dû à nos origines, le respect dû à notre façon de faire des choses, le respect, il a exigé le respect. Et en disant la vérité aux Belges, c'était un élément à abattre. Voilà ce qui s'est passé. Mobutu, ici, il parle de ce qui s'est passé de 1960 1964. C'est que la Belgique, spoliation de la Belgique. La Belgique qui a pillé systématiquement la République. Mobutu a tout dit. 1960 à 1964. L'uranium, la richesse du Congo. Là, je ne vous parle pas encore de ce que le roi Léopold II a fait à son époque. Mais ici, nous sommes à 1960, de 1960 à 1964. Regardez ce que la Belgique a fait. Spoliation de nous. Et Mobutu disait ça en face, il y avait des journalistes belges. Personne ne pouvait poser un démenti pour dire que c'était faux. Personne ne pouvait poser un démenti disant que c'est faux ce que Mobutu était en train de dire. Mais il a posé le problème en disant que vous avez pollué. C'est la Belgique qui nous a pillés. Le seul État, le seul nation au monde à reconnaître le Katanga comme un État. La seule nation au monde. Mobutu parlait de la sécession katangaise. Un plan macabre mis en place par la Belgique. Donc ils étaient obligés de reconnaître cela. Mobutu a dénoncé cela. Il a dit de ces quatre vérités à la Belgique. Voilà ce que la Belgique a fait. C'est-à-dire que la Belgique, c'est même parmi les nations qui ont mis en place un plan de la balkanisation. Aujourd'hui, les Congolais parlent de la balkanisation et la Belgique se fait, comment dirais-je, comme s'il n'existait pas dans la situation. Alors que c'est le noyau. La Belgique constitue même une racine pivotante de la balkanisation en République démocratique du Congo, bien-aimé. Parce que c'est la Belgique qui a mis en place pour la première fois en République démocratique du Congo le plan de la balkanisation. C'est la Belgique. Nous avons la sécession katangaise où la Belgique a reconnu. Mobutu a dit cela. La Belgique a reconnu le Katanga comme un État. D'ailleurs, il y avait des militaires belges qui ont débarqué là. N'était la bravoure de ces messieurs qui a parlé Mobutu. Le Congo, je ne sais pas moi.
le Congo serait balkanisé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la balkanisation, la Belgique en est 10 mots. La Belgique, silence radio. Il ne peut pas hausser les tons. Il ne peut pas emboîter les pas, parler comme les Congolais en disant nous ne voulons pas de la balkanisation. Parce qu'ils le savent, ils seront rattrapés par des archives. C'est la Belgique qui a mis en place, pour la première fois, le plan de la balkanisation en République démocratique contre les Congos. Et en dehors de cela, la spoliation. Je me pose la question. Est-ce que la Belgique a une fois aimé les Congos? Est-ce que la Belgique a une fois aimé les Congos? Et avant cela, vous avez cet homme ici, regardez, voilà rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est le roi Léopold II. C'est le roi Léopold II, l'un des plus grands meurtriers que l'humanité ait jamais connu. L'un des plus grands meurtriers, je dis bien, que l'humanité ait jamais connu. Le roi Léopold II. Personne ne peut poser un démenti. Et à son époque, l'homme qui n'avait même pas mis pied au Congo, mais le Congo était déclaré, la terre de nos ancêtres était déclarée comme étant la propriété privée. Tout un notaire, c'était les propriétés privées du roi Léopold II. Donc le Congo dans son ensemble, c'est une propriété privée de ces messieurs. Vous vous posez la question, à qui il a acheté le Congo? Il a acquis cela comme propriété privée de quelle manière? De quelle manière? Lui qui est belge, d'ailleurs, parlant de ses origines, hein, il tire ses origines de l'Allemagne. Il a des origines allemandes. Le roi Léopold II. Mais il fait du Congo le pays de nos ancêtres. Un pays qui n'appartient pas à ses ancêtres à lui. Il fait de cette nation-là une propriété privée. Posez-vous la question, bien-aimé. À qui ce monsieur a qui le droit de devenir propriétaire du Congo? Et comment le Congo est-il devenu la propriété privée de ces messieurs? Qui lui a vendu le Congo? Et qui avait vendu le Congo? Où est l'acte que nos ancêtres ont signé pour vendre leurs terres, pour vendre le Congo? Il n'y en a pas. Par gangstérisme, par banditisme, par gangstérisme, par banditisme, tout ce que vous connaissez là. Il n'y a pas que le gangster de la Maison Blanche. Voilà encore un autre gangster que le monde n'a jamais connu. Et il a infligé aux Congolais un châtiment dont vous ne pouvez pas imaginer. Il a infligé à nos ancêtres un châtiment qu'on n'en a jamais infligé à un être humain sur la terre. Le monsieur que vous voyez ici. Je ne sais pas si ses ancêtres faisaient partie aussi du membre de la Gestapo, qui composait la Gestapo, parce que ce qu'il a infligé aux Congolais ne dit pas son nom. Plus de 14 millions de Congolais ont eu les mains coupées. Vous connaissez tous cette affaire-là de caoutchouc. Il fallait ramasser. Et il était sans pitié. Il a coupé les mains de nos ancêtres. Il a coupé les jarrets. Il a coupé les pieds. Ni était l'intervention. Ni était l'intervention de la Grande-Bretagne. La France aussi, si je ne m'abuse. Et certains pays, pour mettre fin aux crimes commis par le roi Léopold qu'il était en train de commettre au travers de ses émissaires qu'il avait envoyés au Congo.
Et c'est lui toujours qui a mis en place un plan pour envoyer, soi-disant, des prêtres pour nous enseigner Dieu. Donc, il avait les méthodes, c'est-à-dire il avait mis en place un plan pour détruire les Congolais et s'accaparer de notre nation. Donc, n'était l'intervention de ces pays-là que je viens de vous citer, la Grande-Bretagne, la France, il y en a des pays qui ont dit, mais non, quand même, nous sommes en train, nous sommes allés en Afrique, mais au moins, voilà, nous sommes en train de nous enrichir et tout. Mais n'abusons pas quand même de ce que nous sommes en train. Et à un moment donné, non, parce que c'était des... C'est-à-dire, même les Anglais n'ont jamais vu des pareils. Même les Français n'avaient jamais vu des pareils. Un châtiment qui ne dit pas son nom. Un homme pour ne pas avoir ramassé un nombre consistant de caoutchouc, il doit avoir la main coupée. Et c'était comme non, donc c'est-à-dire que la façon dont les Belges ont traité les Congolais, jamais une nation colonisée par un pays n'a été traitée comme ça. Jamais. Et aujourd'hui, c'est cette nation-là, au travers la ministre d'Asile, qui vient nous cracher en face en disant « Ne venez pas chez nous. Ne venez pas chez nous. » Après avoir mis le Congo à genoux, après avoir infligé un châtiment qui ne dit pas son nom, aujourd'hui la Belgique hausse les tons. Là où il y a des injustices, là où il y a le crime, là où il y a de l'insécurité, la Belgique n'hausse pas les tons. Pourquoi la Belgique n'intervient-il pas lorsque les enfants sont en train de mourir? Plus de 7000 déplacés internes, portés disparus. Portés disparus. Pourquoi les Belges n'osent pas les temps? Pourquoi les Belges ne viennent pas au Congo pour dire que non, assez? Arrêtez le massacre, tout et tout. Pourquoi la Belgique ne peut pas se prononcer sur ce point-là? Pourquoi la Belgique ne peut pas se prononcer sur ce point-là, je dis bien? Pourquoi la Belgique ne peut pas se prononcer? Il y a des massacres. Est-ce que la Belgique ne connaît pas l'affaire Mobondo? Est-ce que la Belgique ne connaît pas l'affaire Mobondo? Est-ce que la Belgique ne connaît pas qu'il y en a des groupes, plus de 120 groupes armés à l'est de la République démocratique? Est-ce que la Belgique ne sait pas qu'à l'heure actuelle, qu'il y a des rebelles du côté du Katanga? Le Katanga que la Belgique avait jugé bon de couper, de balkaniser. Ne sont-ils pas au courant qu'il y en a maintenant des rebelles là-bas? Et il y en a des enfants qui meurent. Est-ce que la Belgique ne connaît pas que nous avons des territoires qui sont occupés? Est-ce que les Belges ne savent-ils pas qu'il y en a des opposants en prison? Il y en a même des jeunes. Parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils ont haussé les tons, ils ont parlé, ils sont traqués, ils sont, comment dirais-je, en prison, sous des tortures qui ne disent pas son nom. Est-ce que la Belgique n'est pas au courant de cela? Mais pourquoi ne se prononce-t-il pas sur ce point-là? Pourquoi la Belgique ne dit rien sur ce point-là? La seule chose où la Belgique trouve à hausser les tons, c'est dire aux Congolais de ne plus venir chez eux. Mais ça, c'est injuste et malhonnête pour une nation qui a trouvé toute sa prospérité en République démocratique du Congo, qui s'est rendue prospère grâce au sucre du sang de nos ancêtres. Voilà la vérité la plus absolue. Et c'est regrettable. Pourquoi la Belgique ne peut en aucun cas se prononcer lorsqu'il y en a des crimes? Ce monsieur à lui seul, il a ôté la vie à plus de 14 millions de Congolais. Des crimes qui ne disent pas son nom. Il y a eu l'intervention d'autres pays pour dire que non, arrêtez ça. Arrêtez. Mais lui, son problème, c'était finir avec le Congo. Et c'était le propriété privée du roi Léopold. Voilà ces messieurs. Et malgré ce que vous avez fait au Congo, nous n'avons jamais demandé de compte. Les Congolais qui sont là, ils sont là tranquilles.
Ils n'ont que besoin de la paix, rien du tout. Nous n'avons rien exigé sur ce que vous avez fait en République démocratique du Congo. Le Congo, les Congolais ont un cœur des anges, ont un cœur du vent. Ils ne vous ont rien exigé sur des crimes qui ne sauraient être comparables à rien. Ce que la Belgique a commis au Congo en termes de crimes ne saurait être comparable à l'asile que les Congolais demandent à la Belgique. Non, la Belgique doit regarder en arrière et voir ce qu'ils ont infligé à la République démocratique du Congo et de se dire que nous avons mis ces pays-là à genoux et nous n'avons pas le droit de les refuser l'asile. Non. Au moins, vous pouvez examiner les cas et dire que non, ça ne convient pas. Mais ne dites pas que ne venez pas demander l'asile. Il y a des jeunes qui sont en prison. Nathanaël est en prison. Parole Camisel est en prison. Pour ne citer que ces jeunes-là, il y a tant d'autres qui se font enlever au jour le jour. Voilà Baba Kyungu. Il y a sa femme qui vient pleurer ici. Moi, Nanae enlevé. Porté disparu. L'enfant de Baba Kyungu. Porté disparu. Moi, nous sommes en Belgique à Sengazil. Vous allez dire quoi? Si cet enfant débarque en Belgique pour demander l'asile, vous allez dire quoi? Tout ça, c'est injuste et c'est malhonnête de la part d'une nation comme la Belgique, d'un royaume comme la Belgique, qui s'est enrichi au sucre du sang de nos ancêtres. Voilà la vérité la plus absolue. Léopold, dès que vous voyez, il ne sera jamais en paix là où il est. Pour ce qu'il a commis en République démocratique du Congo. Donc la Belgique ne peut pas s'élever un bon matin et dire aux Congolais, ne venez plus chez nous. Ça n'a pas de fondement. Et c'est la honte d'un royaume comme la Belgique. En voyant tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, c'est terrible. C'est honteux même de voir ce qui sont. C'est-à-dire que, bien-aimé, vous avez même du mal à comprendre ce qui se passe. Ça fait trop mal de vivre cela. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et nous sommes obligés de réagir. Nous sommes obligés de réagir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes obligés de répliquer, de dire aux Belges, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas une génération qui a peur. Ah oui. Assez déjà, nous disons assez. Vous avez déjà fait plein de choses en République démocratique du Congo et vous continuez encore. Et comme si cela ne suffisait pas, non, ne venez plus chez nous. Mais attendez, à un moment donné, on doit être sérieux. Mobutu avait dit que vous manquez de sérieux. Vous manquez du sérieux. Tout ça parce qu'on n'a pas le respect. Et on ne se fait pas respecter. L'État inexistant. L'État de droit, même n'en parlons pas. Et la Belgique obligée de nous cracher dessus. Mais nous n'allons jamais cracher sur la Belgique. Mais nous rappelons la Belgique, son passé en République démocratique du Congo. Et nous leur disons la vérité qu'ils ne nous ont pas aimés. Ils n'ont pas aimé les Congos. Le prévané. Il y en a des pays qui parlent aujourd'hui. Les Congolais parlent le français aujourd'hui. Mais en réalité, les Congolais devraient plus à parler. Et comment dirais-je, le flamand, le langue à parler en Belgique, tout et tout. Mais regardez comment est-ce qu'ils étaient méchants. Ils ne voulaient même pas que les Congolais apprennent le flamand. Ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que les Congolais en savent aujourd'hui en flamand? Rien du tout. Il n'y a que des petits mots qui sont mélangés là, en français, tout ça, ils nous connaissent et nous parlent. Mais en réalité, on ne connaît pas. Le Congolais parle français. Alors que ce n'est pas une colonie française. Ce n'est pas une ancienne colonie française. C'est une ancienne colonie belge. Est-ce qu'au Congo, on parle la langue des Belges? Non. Non. Parce qu'à chaque fois qu'ils voudront créer un plan contre le Congo, les Congolais ne doivent pas écouter et comprendre. Voilà ce que le Belge savent faire.
Et les autorités congolaises, ils sont contents, tranquilles. Mais cela va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Je vais ici vous montrer une vidéo. Nous sommes en 1991, en Belgique. Je crois que c'est à l'aéroport des Aventem. Vous allez voir ce qui s'est passé. Là, il s'agit du président Tshisekedi. Il s'agit bien du président Tshisekedi et son père, Papa Tshisekedi Wamulumba. Vous allez voir la vidéo où les ministres belges, depuis 1988, avaient signé l'expulsion de la famille Tshisekedi. Mais en Belgique, c'était la bagarre à l'aéroport. Président Tshisekedi Abosaniango. Regardez pour ne pas trop faire des commentaires. Regardez. C'est-à-dire que c'est un devoir de mémoire. Hein. Regardez un peu ce qui s'est passé ce jour-là en Belgique. Nous sommes ici en 1991. Regardez et revenons juste après. Regardez. Résultat, 3 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 2 blessés parmi les militants zaïrois. Il n'y aura pas d'arrestation, mais l'affaire ne se conclut pas là. On connaîtra ce matin seulement la raison de l'interpellation de M. Tshisekedi. En fait, l'opposant zaïrois faisait l'objet d'un ordre d'expulsion signé en avril 88 par Jean Dole, à l'époque ministre de la Justice. Bien aimé, des retours sur ces plateaux. Hein. Voilà. Ça, c'est un devoir de mémoire. Vous venez de voir le président Tshisekedi, actuel, le président Tshisekedi qui est là, s'est donné des coups avec des policiers en Belgique. En Belgique. Ah non, non. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe à ce net moment. Vous venez de voir les présidents Tshisekedi qui se sont donné les coups en Belgique. Ah oui. Ah oui. Et je dis bien même, ça, ce sont des cadeaux que je fais à la dame, à madame la ministre d'Asile. Hein. Ce sont des cadeaux que je suis en train de vous offrir. Regardez cette vidéo. Ça, c'est le président Tshisekedi qui est là. Le président Tshisekedi que vous êtes en train de soutenir. Le président. Mais regardez ce qui s'est passé à cette époque-là. Lorsque le ministre de la Justice avait signé l'expulsion. Regardez en Belgique. Regardez. Et tirez-en vous-même votre propre conclusion. C'est le président actuel en République démocratique du Congo. Ah oui. Et le président Tshisekedi lui-même doit regarder cette vidéo. Même ses partisans, ils doivent regarder cette vidéo. Voilà ce qui s'était passé autrefois. La même personne qui est devenue président de la République, c'est la même personne qui a engagé des coups de poing en Belgique. Lorsqu'il s'agissait de l'expulsion de toute sa famille, ils ont donné des coups de poing. Ah oui. Et ils ont oublié tout ça. Le président Tshisekedi a oublié tout ça. Que lui-même s'était battu. Lui-même, il a donné des coups de poing à l'aéroport. Il n'a même pas eu peur des policiers belges. C'était la bagarre générale à l'aéroport. C'était la bagarre générale. Nous sommes en 1991. Une bagarre générale. Pourquoi a-t-il engagé la bagarre? Pourquoi a-t-il engagé la bagarre alors que l'ordre de l'expulsion était déjà signé? C'est que vous n'avez pas voulu qu'on fasse de vous. Pourquoi vous le faites aux autres? Pourquoi vous le faites aux autres? Pourquoi ouvrir un front contre votre population, contre les Congolais vivant à la diaspora?
alors que l'État est incapable de subvenir aux besoins de cette population-là, qui vivent aux dépens de la diaspora même. Mais vous voulez couper ces ponts-là. Vous voulez couper les cordons qui relient la diaspora à la population. Il y en a des pays, il y en a des personnes qui vivent complètement aux dépens de ceux qui sont de l'autre côté. Il y en a des familles qui louent des maisons, papa, maman et les enfants. Mais la personne qui paye habite soit en Belgique. La personne qui paye, il est ailleurs. Il coupe son sommeil à 4 heures. Il se lève pour aller se chercher. Non pas pour construire des immeubles, mais pour nourrir à des bouches. Pour que sa famille ne dorme pas la belle étoile. Tantôt lui-même n'a pas la place où poser sa tête. Tantôt lui-même dorme chez les amis. Il dorme peut-être chez des copines, des copains. Il dorme dans des endroits où vous n'avez pas l'idée. Mais il préfère mettre sa famille dans de bonnes conditions, qu'ils aient au moins la place où mettre la tête et de quoi à manger. Et vous allez couper les ponts là. Vous voulez couper les cordons là. Alors que vous étiez hier. Hier, vous occupiez aussi le même place. Le même problème avait atteint la famille Tshisekedi. Et vous avez donné des coups de poing. Vous avez engagé la bagarre. Cela veut dire, selon vous, la décision était inappropriée. Mais aujourd'hui, vous acceptez que l'on débarque, la ministre débarque à Kinshasa et cracher sur la mémoire de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Nous le savons bien, ce qui se passe au Congo n'a pas commencé avec vous. Mais à votre époque, lorsque vous étiez dans l'opposition, vous condamnez ce qui s'est passé. Mais comment aujourd'hui vous pouvez, en complicité avec la Belgique, accepter qu'on nous crache dessus, qu'on dise aux Congolais ne venez plus demander la... C'est-à-dire, bref, ne venez plus chez nous. Alors qu'il se passe des choses terribles que la Belgique est même au courant. De tout sauf rien. Tout ça à cause de quoi? À cause du troisième mandat? À cause de glissement? L'on doit hypothéquer les intérêts de la population. Quel est ce pays-là qui n'a pas de migrants? Quel est ce pays qui n'a pas de demandeurs d'asile ailleurs? Et pourquoi seulement ça doit commencer avec le Congo dire que non, ne venez plus chez nous demander l'asile? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs où un ministre débarque dans une nation pour dire ne venez plus chez nous, alors qu'ils connaissent la situation de cette nation-là. Que le Congo, c'est un pays en guerre. Donc, si le Congo n'est pas un pays en guerre, c'est que vous êtes en train d'hypothéquer le Congo. Nous assistons à un jeu politique où vous êtes en train de se jouer de nous malaxer, de nous amadouiller. C'est-à-dire que pour vous, nous sommes bêtes, nous ne sommes rien du tout, nous ne représentons rien du tout. Vous vous moquez de la population en son ensemble, de la population congolaise. Vous vous moquez de nous, éperdument, vous vous en foutez de nous. Vous niez en bloc, mais alors que la vérité est là, la réalité est là, visible même à l'œil nu, le monde entier le sait. Tantôt vous demandez à ce qu'il y ait des sanctions contre des pays agresseurs. Tantôt, mais attendez, si déjà vous demandez qu'il y ait des sanctions contre des pays agresseurs, c'est-à-dire que vous reconnaissez au moins qu'au Congo, ça ne va pas. Et s'il y a ça ne va pas au Congo, pourquoi pouvez-vous dire que non, ne venez plus demander l'asile? Comme quoi, même s'il y a le feu dans votre maison, restez dedans. Ne sortez pas. Ça brûle au Congo, ça brûle chez vous à la maison, mais les voisins qui a une maison vous dit, ne venez plus chez moi.
Est-ce qu'il a un cœur, ce voisin-là? Parce que s'il avait un cœur, il comprendra, il saura que la vie humaine vaut plus que la maison. La vie humaine plus que sa maison. Il préfère garder sa maison que de protéger la vie humaine. Ne venez plus. Donc même si ça brûle chez vous, restez à l'intérieur pour subir le châtiment, pour brûler, pour goûter à l'enfer. Restez chez vous. Ne venez plus ici. Si cela ne relève pas de la méchanceté, de la haine d'un peuple, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bien-aimés, voilà un peu ce qui s'est passé. Et ce qui, nous étions dans l'obligation de répondre, de réagir, bien-aimés, parce que ça fait mal. La Belgique a le droit. Nous n'allons pas imposer à la Belgique donner l'asile aux Congolais. Mais la Belgique ne peut pas s'élever pour dire aux Congolais ne venez pas. Surtout pas la Belgique. Chaque citoyen a droit de demander l'asile. C'est à vous de voir maintenant, de vérifier les cas. Vous allez dire que non, ça ne convient pas. Ok, c'est dans votre droit. Mais dire carrément non, sachant que chez vous, il y a des opposants qui vous parlent de la situation en République démocratique du Congo, mais ça fait de vous des complices. Ipso facto. Ça fait de la Belgique complice. Et ça fait trop mal. Ça fait trop mal, Bénin. Ça fait trop mal. Voilà. Bien, mais rapidement, nous allons terminer parce que après ça, nous avons d'autres choses à faire. Peut-être nous allons prochainement ou bien après, dans quelques heures, et vous parler maintenant de migrants qui sont déjà à Kinshasa. Nous allons revenir sur ça, ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur le sujet parlant des migrants. Voilà. D'accord. Donc, je crois que le message est passé jusque-là. Voilà. Déjà, bien aimé, nous avons informé, autrefois nous avons informé en disant qu'il y a eu des négociations. Hein? Voilà, négociations AFC/M 23, libération des prisonniers, des mécanismes de cessez-le-feu, mais blocage du côté de Kinshasa. Voilà, nous allons un peu essayer de vous informer là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'actualité, hein, par rapport à ce qui se passe. Hein, voilà. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, voilà, RDC, et le mouvement rebelle AM23 ont annoncé des programmes lors de pourparlers tenus le 13 au 17 avril à Montreux, en Suisse. Les partis ont indiqué avoir fait avancer un protocole sur l'accès humanitaire, et la protection judiciaire. Voilà, mesures convenues pour l'accès humanitaire de la sécurité civile. Les deux partis, hein, voilà, c'est déjà considéré comme étant les partis. Les deux partis ont convenu de ne pas détruire ni saisir des biens civils. Et des biens civils indispensables à la survie. Elles ont aussi prévu de faciliter un accès humanitaire rapide et sans entrave, ainsi que le déplacement libre des travailleurs humanitaires et des convois. La libération des prisonniers et le rôle des CIR. Voilà. Des CICR. Voilà. Les partis se sont engagés. Encore un autre point. Les partis se sont engagés à libérer les prisonniers dans un délai de 10 jours, selon des engagements antérieurs. Voilà. Les ICRC est chargé d'identifier, vérifier et sécuriser la libération de 311 prisonniers AFC/M 23 et 100
66 détenus par le gouvernement. Voilà. Le cessez-le-feu et inquiétude sur la situation sécuritaire. Écoutez ce qu'on nous dit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé son inquiétude face aux violences persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo et appelle à un cessez-le-feu affectif et vérifiable. Pendant ce temps, la Belgique, au travers la ministre d'Asile, il vient demander aux Congolais chez eux de ne plus venir en Belgique. OK? Voilà. Mais alors qu'ici, l'ONU a exprimé son inquiétude via la situation à l'Est. Voilà. Et vous le savez bien qu'il n'y a pas qu'à l'Est. Hein. Aujourd'hui, vous avez les Katanga, vous avez du côté de Kwamount. Donc, la RDC baigne dans les chaos. Voilà. Les autorités congolaises de Kinshasa et les mouvements rebelles AFC Bar M23 ont signé en Suisse un accord technique renforçant un mécanisme conjoint de vérification de la trêve sous l'égide de la CIRGL. Voilà. Blocage maintenu après le 9e round de négociations. Le 9e round de négociations entre Kinshasa et le groupe AFC Bar M23, tenu à Montreux, s'est achevé le 18 avril 2026 sans accord sur les points cruciaux, notamment le 3e protocole de l'accord cadre des Doha. Des désaccords ont persisté sur les questions judiciaires et économiques, ainsi que sur l'accès au passeport et la crainte d'une utilisation militaire de l'aéroport de Goma. Donc, jusque-là, la situation demeure tendue. Ils sont allés pour les accords, ça tourne au désaccord. Ils sont allés pour les accords, ça tourne au désaccord. Et tout ça, la Belgique ignore. OK? En demandant aux Congolais de ne pas s'y rendre. Voyez-vous? Voilà, c'est cela. OK? Mais voilà les désaccords qui continuent. Il faut libérer les prisonniers. Il faut que l'aéroport de Goma, il faut qu'il y ait l'accès à l'aéroport. Mais, et aussi, il craint, connaissant la politique de Tshisekedi, il peut négocier avec vous et obtenir ce dont il a besoin. Et après, vous contournez encore. L'aéroport à Goma. Et selon le FC, Bar M23, Tshisekedi risquerait d'aller corrompre d'autres États et venir débarquer là en humanitaire, alors que ce ne sont pas des humanitaires, ce sont des militaires. OK? Parce que même cette affaire-là des migrants qui débarquent au Congo, on doit ouvrir l'œil. Parce que sur certaines sources, on nous dit, certaines sources les disent, ce n'est pas une affirmation, mais selon ce qui se dit déjà en coulisses, que les gens qui débarquent là, en réalité, ne sont pas des migrants dans le vrai sens du mot. Ce ne sont pas des gens qui sont allés ou bien qui ont immigré aux États-Unis, après on les arrête dans les langues. Il y en a aussi certaines langues qui parlent des mercenaires. Mais nous allons revenir sur ce point lorsque nous allons vous parler, et voilà, de la descente à Kinshasa de ce groupe à des 15 personnes, parce qu'ils sont au nombre des 15 qui ont débarqué à Kinshasa, et c'est la nuit. C'est la nuit qu'ils ont débarqué. Nous allons revenir sur ça. Voilà. D'accord, donc les deux parties sont là coude à coude. Les accords qui tournent en désaccord. Et pendant qu'on est en train de parler, c'est passé le jeudi. Et pendant qu'ils étaient en train de baigner dans le désaccord, hier, il y a eu des affrontements terribles entre les AFC Bar M23 à Walikale. Des affrontements terribles à Walikale.
Sécurité et déplacement dans Ziralo, Sud Kivu. La situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante dans les groupements des Ziralo, en chefferie de Buhavu, territoire à décaler au Sud Kivu. Environ 48 000 personnes. 48 000 personnes déplacées sont touchées par une crise humanitaire liée aux affrontements entre les rebelles de l'AFC, Bar M23 et les Wazalendo. L'agglomération de Chambombo, dans la localité de Nyalugusha, a de nouveau connu de violents combats. Le lundi 13 avril, après un passage sous contrôle des Wazalendo suivi des retours des rebelles de l'AFC Bar M23. Des populations déjà déplacées ont fui à nouveau après que les Wazalendo ont été aperçus sur les hauteurs, sur Plomba, Bishaka et Kabunga, dans la localité de Koussissa. Plusieurs habitations ont été incendiées sur l'axe Bunje-Katale, notamment dans le village de Bunje et Nyalungusha lors des affrontements. La question que moi je me pose souvent, pourquoi ces gens-là incendient-ils des habitations? Mais dans les habitations, il y a des habitants. Ok? Il y a des habitants. Pourquoi est-ce que ces gens-là incendient les habitations? Mais c'est pour calciner les habitants. C'est pour les effacer. C'est que nous avons l'habitude de dire que le plan, c'est d'effacer les Congolais. Le plan, c'est d'exterminer les Congolais. À chaque fois, ils font des attaques. Ils ne protègent pas. Parce que si vous incendiez des habitations, mais la population va habiter où? Une fois vous récupérez la zone et vous jouez en libérateur, mais la population va habiter où maintenant? Parce que vous avez incendié leur maison. Ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Parce qu'une fois vous avez récupéré un endroit, la population doit revenir. Parce que tout le monde se dit libérateur. Mais quand la population revient pour habiter, c'est pour habiter où? Regardez un peu. OK? Donc ne voyez pas seulement ce qui se passe là-bas, dans un aspect, je ne sais pas moi, artificiel. Hein? Ne prenons pas seulement des choses d'un seul côté. Que non, M23, Wazalendo, FRDC, il y a des attaques. Mais plus ici, j'en appelle à la conscience des peuples congolais. Ayons les yeux ouverts sur la situation, les conditions que nos frères de ces coins-là traversent. Ouvrez les yeux et comprenez que le but, c'est d'exterminer les Congolais. Le but, c'est d'effacer les Congolais. Ça fait partie du plan de nos ennemis. La raison pour laquelle ils incendient comment les habitations. Parce que dans les habitations, là, il y a des habitants, il y a des gens qui vivent. Mais ils viennent incendier pour qu'il n'y ait plus de survivants. C'est comme ça, je vous ai dit, plus de 7000 déplacés internes. Où sont-ils passés? Avant la prise de Goma, pendant qu'ils étaient en train de prendre Goma. Mais pourquoi à chaque fois ces gens-là débarquent? À chaque fois, il y a toujours des habitations qui sont incendiées. La population va habiter où? C'est la simple question. Et vous aurez, la réponse va vous tomber dessus. Parce qu'il faut supprimer cette partie de la population. Les Congolais sont avoués à disparaître. Le plan contre les Congos, ce n'est pas seulement la balkanisation, mais la disparition de cette race, la disparition de la population congolaise. Pourquoi? Et même ils le savent. Qu'est-ce que le Congo représente? Tant qu'il y aura des Congolais, quelque chose pourra-t-il se passer? Quelque chose pourra-t-elle se passer un jour? Un libérateur naîtra-t-il du Congo? Un Machiakar naîtra-t-il du Congo? L'avenir nous donnera raison. Voilà.
accueille dans des zones des réfugiés, des refuges hein, et impact humanitaire. Les habitants de Chambombo, Bishaka et Kabunga se sont dirigés vers Changé dans le groupement de Bouzi. Toutes les écoles du groupement des Iralo sont restées fermées. La société civile a craint une année scolaire compromise pour des milliers d'élèves. Voilà, des milliers de déplacés venus de plusieurs localités vivent dans des conditions très précaires, dans des zones de refuge à Lulambo, Biriko et Busurungi, en territoire de Walikali, Nord Kivu. Voilà. Et lorsqu'il y en a des choses comme ça, c'est sans oublier des cas de viol dont les Congolais sont victimes, hein, des cas de viol comme arme de guerre, sans oublier cela. Voilà. Des cas de viol, je disais. Parce que toujours là-bas, il y a eu plus de 200 personnes enlevées par les ADF. Hein. Plus de 200 personnes. Là, nous sommes du côté des Mambasa. Plus de 200 personnes, des ADF. Donc, ils sont encore opérationnels. Mayaka, ils viennent, ils font leurs opérations, ils partent. Mais il y en a des nations qui viennent rejeter en bloc ce qui se passe en République démocratique. Et quand nous disons la vérité, nous devenons la risée des hommes. Nous devenons les ennemis de tout le monde. Chaque chose en son temps. Chaque chose à son temps. Voilà. Et nous avons dit tout à l'heure que l'ONU est inquiet de la situation à l'est de la République démocratique. Et c'est le même ONU qui appelle encore. On dit que le Conseil de sécurité ONU exige, dans le Conseil de sécurité, on a exigé le retrait immédiat du M23 et les troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique. Regardez un peu comment ces gens-là se jouent de la République démocratique. Tantôt, il y a des pourparlers. Comment dans un pays où l'on exige le retrait immédiat, mais ils font des pourparlers tranquillement. Lorsqu'on exige le retrait, il n'y a pas de pourparlers, c'est sans condition. Mais il y a des pourparlers qui tournent en cacahuète, en désaccord. Mais de l'autre côté, le même personne s'inquiète de la situation, le même personne propose des issues de sortie du décret, le même personne exige encore les retraits immédiats sans condition. Et ça, ce sont des petits mots que nous avons l'habitude d'écouter au jour le jour, qui ne changera que dalle. Qui ne changera que dalle. Donc, c'est un jeu de ping-pong dont les Congolais sont victimes. Ah oui. Et on se pose la question. Ces gens-là ne veulent-ils pas récupérer le Congo sans le Congolais? C'est juste une question. Parce qu'il y a un Sud-Africain, un blanc, qui avait dit que nous voulons l'Afrique sans les Africains. Voilà. Bien aimé, moi je crois que c'est là où nous allons mettre un point final. Parce que nous avons d'autres devoirs qui nous appellent, nous y reviendrons. Ensemble avec vous, nous allons partager, ensemble avec vous, nous allons parler de cette affaire et les migrants qui ont débarqué déjà à Kinshasa. Mais pour aujourd'hui, pour maintenant, peut-être nous allons vous revenir encore dans bientôt. Et c'était vraiment pour nous le devoir de parler et d'interpeller nos autorités. Et de rebondir sur les propos tenus par la ministre d'Asile, qui a peut-être oublié, ou bien qui connaît, mais qui fait semblant d'ignorer tout ce que la Belgique
a commis en République démocratique du Congo. Regardez, nous avons, voilà un héros que le monde vénère, que le monde a de la considération. Patrice Emery Lumumba, nous connaissons tous sa fin. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ignore l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Comment ce monsieur est mort? D'une manière là atroce. Il y a des révolutionnaires qui ont été tués. Mais les pays qui ont, nous connaissons des commanditaires, mais il y a pas, ces pays-là ne se sont pas prononcés en disant que voilà, nous l'avons tué parce que nanani nanana. Mais au moins, on connaît que telle personne est morte, sa mort a été signée dans tel pays. Mais la Belgique, c'est la seule nation dont les tueurs se sont manifestés pour dire ce qu'ils ont fait. Tranquillement. Et d'une manière là atroce. Regardez tous les révolutionnaires africains. Ils sont morts peut-être par balle. On les a tirés dessus, tout et tout. Mais Lumumba est le seul qu'on a trempé dans un tonneau d'acide, qu'on a d'abord découpé à morceaux, comme on coupe, et comment dirais-je, la viande de porc dans une boucherie, comme on coupe, et comment dire, on égorge, je ne sais pas moi, un mouton comment. C'est comme ça qu'on a infligé la mort. Après, on le met dans un tonneau d'acide. Ça ne s'est passé nulle part. Aucun révolutionnaire n'est mort comme ça. Et ça, c'est ce que la Belgique a fait au Congo. Parce que Lumumba, c'est un Congolais. Donc, il méritait ça. Un traitement, ils nous ont toujours réservé des traitements qui ne disent pas ça. Mais malgré ça, les Congolais ont continué à aimer la Belgique. Les Congolais ont continué d'aimer les Belges, malgré tout ce qu'ils nous ont infligé. Ils nous ont ramené, soi-disant, les dents de Lumumba, alors que c'était du bluff, tout ça. Aujourd'hui, cette dent-là, même la dent-là qu'ils ont ramené, le faux dent de Lumumba ne plus. Il ne plus. On peut parler de plusieurs choses. On peut parler de plein de trucs. Aujourd'hui, il y a une plainte même contre Tshisekedi. Mais Bavandi. Mais le président Tshisekedi doit les savoir. Que les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, peut-être ils sont derrière les intérêts. Raison pour laquelle ils peuvent faire ça. Mais demain, il y a une plainte contre vous. Il y a une plainte contre le président et 9 personnes de son clan. Une plainte. Comme quoi, ils sont en train de s'enrichir, des enrichissements illicites. Et vous en avez le preuve. Mais tout ça, vous ignorez. Mais vous oubliez que lorsque les gens en parlent, à Kinshasa, ils sont traqués. Lorsque les gens en parlent, ils sont traqués même jusqu'à mourir. Traqués à mort. Aujourd'hui, Jacques Ndala, il est en dolo à cause de ses opinions. Aujourd'hui, Jacques Ndala est en prison. Encore, nous attendons voir ce que la justice va retenir de lui. S'il est impliqué ou pas dans ce que l'on a, voilà. Ou soit on a porté les chapeaux pour acquiser pour atteindre les autres. On ne sait pas encore. Hein. Je ne suis pas absolu là-dessus. Camizelo, il est en prison. Pour avoir fait quoi? Nathanaël, président de Jeunes Extra Système, pour avoir fait quoi? Pour ne citer que ce jeune-là. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, en tôle, pour avoir fait quoi? Et qui vivra verra. Il y a une plainte, comme je disais, contre le président. Et ça clique. Mais ces gens-là n'oublient jamais. Un bon jour, ils reviendront sur ça. Ah oui. La Belgique avait déjà parlé de ça. Nous ne sommes pas dupes. Voilà. Bien aimés, nous sommes obligés de nous arrêter là. Il est déjà temps. Nous devrions
passer à autre chose. Nous avons un devoir qui nous appelle. Merci quand même de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo. Partagez, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Et nous sommes ensemble avec vous. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la MAT officielle.